Salut la gang, bienvenue dans un autre épisode du podcast Inspiré. Ici Alex Boily. Aujourd'hui, on est rendu au deuxième épisode de notre série, de la série Liberté métabolique. Une petite série de 5 épisodes qu'on a décidé de faire, mon équipe et moi. Je rappelle rapidement l'histoire. Grosso modo, on a fait la pause de la révolution métabolique l'an dernier. Ce printemps, je dis l'an dernier, on a tellement fait de choses que je pensais que ça faisait plus longtemps, mais ce printemps, on a fait la pause de la révolution métabolique avec près de 500 personnes et on a observé qu'il y a certaines personnes qui avaient des symptômes malgré le fait qu'on leur prescrivait d'une certaine façon l'alimentation la plus parfaite possible. Vraiment tout calculé, même pas en hypocalorie. Il y a des gens qui vivaient des problématiques pendant cette transition-là. Le but du défi, c'était de regagner de l'énergie. La grande majorité avait du succès, mais quelques personnes avaient de la misère dans la transition énergétique, ce qui s'explique là, quand tu as un problème de métabolique. Puis bref, après ça, j'ai aussi répertorié ça à travers mes conférences que je fais en ce moment sur l'alimentation fonctionnelle. Et on a décidé d'attaquer le sujet un petit peu pour résoudre le problème. On a réalisé en fait que ça prendrait probablement une phase de détoxification avant d'en arriver là. Avant d'arriver au point de prendre tout ce que notre corps peut prendre d'un point de vue nutritionnel. Mais le mot détoxifier, c'est quelque chose qui a une connotation vraiment négative dans la société en ce moment. Donc, on a décidé de faire une série pour créer un peu de l'éducation sur le sujet. C'est quoi la vraie détoxification? On est rendu à l'épisode 2 de cette petite série. Si tu vas écouter le dernier épisode, va écouter le dernier, ça va être plus logique. Tu reviendras à celui-là après. Bref, sans plus attendre, je commence ça. Après l'intro, c'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé. Je fais un récapitulatif un petit peu du dernier épisode. En fait, ce qu'on essaie de comprendre dans le dernier épisode, c'est comment le système de détoxification du corps humain fonctionne pour de vrai via le système lymphatique qui ensuite, après ça, prend le liquide interstitiel, le fait passer d'un ganglion lymphatique, qui le permet de le filtrer puis de dégrader les particules qu'on ne désire pas dans notre corps. Après ça, on passe ça, ça se retrouve dans le sang va dans le foie est filtré par les reins, on évacue ça dans l'urine. C'est les principales façons. On a parlé un petit peu des diverses toxines, fait qu'on s'est dit que tout ce qui pouvait irriter le corps était une forme de toxine qu'on est capable d'éliminer, qu'on doit éliminer. Mais on a surtout mis l'accent sur le fait que ce processus-là qui est, je dis mécanique, mais qui est c'est un peu de la biochimie plus que mécanique, mais fait en sorte qu'il n'y a pas tant de moyens de l'accélérer que ça, contrairement à ce que l'industrie semble vouloir nous dire. Et le but, c'est pas mal plus d'enlever des éléments que d'en ajouter. Et comme j'ai déjà raconté dans l'intro puis dans le début de l'autre épisode, l'exemple de notre révolution métabolique, la pause de la révolution métabolique qu'on a faite ce printemps est un bon exemple. Il y a une infime partie, là, probablement moins de 10% des participants qui ont vécu des symptômes lorsqu'on leur prescrivait tout ce dont ils ont besoin pour réussir à avoir l'alimentation la plus saine avec le maximum de vitamines, de minéraux, respecter tous les systèmes du corps humain, même pas en hypocalorie parce que c'est un défi pour regagner de l'énergie. Quand on veut regagner de l'énergie, c'est important d'investir dans sa nourriture, puis qu'est-ce qu'on met, parce que notre corps ne peut pas produire de l'énergie autrement qu'avec ce qu'on consomme. Il est capable d'en produire par lui-même, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont nos cellules qui produisent de l'énergie. On a besoin de leur apporter toutes les vitamines et minéraux. Fait que c'est fascinant de voir qu'il y a des gens qui sont arrivés dans la révolution métabolique et ils ont vécu des symptômes. Maux de tête, perte d'énergie, nausées, hypoglycémie. Tu sais, des petits symptômes comme ça qui sont incommodants sans nécessairement être extrêmement graves, par exemple. Et ce qu'on a observé, dans le fond, c'est le fait justement qu'on ne peut pas prendre un système qui est surchargé puis remettre quelque chose par-dessus, même si cette affaire-là est parfaite. Ce qu'on veut, c'est réussir à créer une espèce de repos en lien avec ça. Et qu'est-ce qui a créé ça? Cette pensée-là, depuis les dernières décennies, d'aller ajouter un shake, de faire un régime de soupe pendant une semaine, de se faire des jus pendant un certain jour, de faire un processus de détox pendant 30 jours, de nommer ce que vous voulez. Ce qui a fait ça, c'est littéralement l'industrie de la perte de poids, l'industrie de la santé au sens préventif, l'industrie de la supplémentation. Parce que ce qui est fascinant de s'intéresser, puis ce que je veux qu'on fasse un peu le tour aujourd'hui, c'est de s'intéresser à l'histoire un petit peu de cette détoxification-là. Et tu sais, d'un point de vue scientifique, il y a des gens, je vous explique un petit peu mon positionnement d'un point de vue scientifique. Il y a des chercheurs,
Un des chercheurs que je respecte le plus, là, c'est le Dr. Andrew Huberman. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur le podcast ici. C'est le neuroscientifique qui est à la tête du centre de recherche en neurosciences à l'Université Stanford aux États-Unis. Il y a un des podcasts les plus populaires au monde dans lesquels il vient vulgariser tout plein de concepts de santé. Et ce que j'aime et je respecte énormément du Dr. Andrew Huberman, mais que j'essaie d'être dans cette philosophie-là, c'est qu'il prend toute l'information en considération pour réussir à déceler c'est quoi la vérité. Ça veut dire, ce que je trouve fascinant de cet homme-là, c'est qu'il y a certains chercheurs qui ont tendance à être un petit peu trop dans l'optique de si vous n'avez pas fait une recherche, une étude avec des placebos, puis vous n'avez pas de preuves, puis vous ne l'avez pas répété 100 fois, puis il n'y avait pas 100 000 personnes, cette information-là n'existe pas. Et la science, c'est pas comme ça qu'il faut que ça soit perçu. Les gens perçoivent la science de cette façon-là quand ils pensent que la seule chose qui existe en science, c'est la vérité. Mais dans le fond, d'avoir la vérité absolue, la compréhension parfaite de ce qui se passe, ça n'existe à peu près pas parce qu'il y a tellement d'interactions complètes qui se passent dans notre corps en même temps qu'on n'est jamais capable vraiment d'anticiper ce qu'une chose va créer sur tous les autres éléments du corps humain. C'est à peu près impossible, mais on essaie d'avoir un aperçu le plus possible. Ce qui veut dire que des vérités absolues, il y en a peu. Par contre, des faits qu'on observe, ça, il y en a plein. Puis après, notre but, c'est d'essayer de créer une espèce de compréhension globale le mieux possible de ce qu'on interprète de tout ça. Puis après, aller l'amener en recherche un petit peu plus pointue. Ce qui fait qu'il y a bien des chercheurs qui ne respectent pas, par exemple, le travail clinique. Quand on parle du travail clinique, c'est un peu ce qu'on fait avec nos clients en individuel. En 1 à 1, c'est ça qu'on appelle du travail clinique. Ça veut dire qu'il y a bien des scientifiques qui ne prennent pas en considération le fait qu'on a peut-être eu 1000 quelques clients en privé dans notre carrière, par exemple, je ne sais pas exactement combien, et qu'à travers ces 1000-là, quand on observe quelque chose qui arrive systématiquement, quand ça se passe, ça arrive, on observe quelque chose. Il y a quelque chose d'évident dans cette information-là, puis il y a bien des chercheurs qui ne le prendront pas en considération. Mais le Dr. Andrew Huberman, il a cette capacité-là à dire je la veux toute, cette information-là, je m'en fous si tu es un chercheur, pas un chercheur, si tu as un doctorat ou pas, ou un bac, ou tu as juste une formation d'un week-end, mais dès l'instant que tu m'informes de quelque chose, tu prends conscience d'une information, moi, ça me permet de l'assembler. Je vais lui donner la valeur qu'elle mérite en conséquence de toutes les autres informations, mais des fois, ça nous permet, c'est ça la recherche, ça nous permet de faire, c'est donc bien drôle, on observe cet élément-là, et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible dans mon approche. J'essaie de respecter ce que j'observe, mais j'essaie aussi de respecter le plus possible qu'est-ce qu'on connaît d'un point de vue scientifique, puis de dessiner, si on veut, le portrait de ce que je comprends à travers ces éléments-là. Et on l'observe de façon concrète en clinique qu'il y a des effets comme ça, et c'est ce qui fait en sorte que j'accorde un certain respect, pas nécessairement une vérité absolue, mais j'accorde un certain respect sur les choses qui sont là depuis des millénaires. Et la détoxification au sens du terme est là depuis un peu tout le temps. Et, tu sais, je veux dire, ça a déjà été un petit peu absurde. Je veux dire, à l'Antiquité, on faisait des saignées, là, parce qu'il y a des gens... c'est un peu absurde ce que je vais dire là, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on avait tendance à croire que quelqu'un qui avait trop de vitalité, de l'hyperactivité, comme une surénergie, mais c'était peut-être signe qu'il avait besoin d'une saignée, tu sais. Et quelqu'un qui manquait de vitalité, il pensait que c'est parce qu'il manquait de sang. Fait que, tu sais, je veux dire, évidemment, la science n'était pas où ce qu'on en est aujourd'hui, mais ce qu'ils ont observé, ils l'ont observé. Ça ne veut pas dire que la cause à effet qu'ils ont observé direct était là, mais il y avait une cause à effet. Dans le fond, ce qu'ils ont observé, il y avait de quoi observer là. Il faut juste trouver où la vérité scientifique à travers ça. Et le fait que certaines méthodes de détoxification existent depuis des millénaires, ça nous illustre qu'ils percevaient des bienfaits en lien avec ça. Fait que tu sais, Hippocrate, qui était là avant Jésus-Christ, il est souvent reconnu comme étant l'espèce de première personne qui a initié la médecine, et il prônait un peu pour certaines de ces formes-là de détoxification. Et il y en a qui ont perduré à travers le temps, à travers les peuples, à travers l'époque. Là, c'est important, là, comprenez bien ce que je dis en ce moment. Je vous fais un petit historique, puis je mets en évidence certaines affaires qui font encore du sens aujourd'hui, mais tout ne fait pas du sens. Ceci n'est pas une preuve évidente, hors de tout doute que ça fonctionne. Je fais juste souligner le fait que si depuis des milliers d'années,
on observe des bienfaits sur quelque chose en général, c'est parce qu'il se passe quelque chose, puis peut-être qu'on est capable de l'expliquer. Donc, il y avait des affaires qui ne faisaient pas de sens, mais qu'est-ce qu'on observait? Donc, dans l'Antiquité, la Grèce antique, par exemple, Hippocrate, c'est son époque un peu qui était là, puis ses successeurs un peu dans la médecine qu'il y avait à l'époque. Mais déjà, il prônait, par exemple, une alimentation non pas basée sur une forme de supplémentation quelconque supplémentaire ou un aliment magique, mais plutôt le fait de créer une forme de repos, ça veut dire d'alléger la nourriture, puis de se baser un petit peu plus sur, en général, les légumes ou les fruits, par exemple. On connaît que c'était quelque chose qu'il pouvait prescrire. Donc, de réussir à réduire le stress qui vient donner un peu ce que j'ai illustré tantôt, qu'on a observé dans la pause de la révolution métabolique, la surcharge une abondance nutritive. Lorsque ton corps est dans une phase aiguë de surcharge, ça se peut étrangement qu'il y ait de la difficulté à gérer cette affaire-là. Et donc, on veut retirer un certain niveau là-dessus. Donc, Hippocrate, c'est quelque chose qui prônait déjà. Le jeûne faisait partie aussi des approches récurrentes. Puis ça, le jeûne, ça l'a littéralement jamais arrêté. Et là, je parle pas de jeûne comme à l'ère paléolithique ou quand on était soumis à de la famine, par exemple, qui était une espèce de jeûne obligatoire. Je parle vraiment de jeûne volontaire. Ça existait à toutes les époques. La Grèce antique, ça existait. En Égypte ancienne, ça existait. Au Moyen-Âge, ça existait. Les Premières Nations aussi. Le Ramadan. Donc, dans les religions aussi, le carême en fait partie. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans qui en font partie. Il y a un autre paramètre qui est vu depuis longtemps, puis depuis des décennies, des millénaires même, c'est le concept de suer. Fait que vous voyez, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, la sudation qui est une vraie méthode d'évacuation. J'ai passé par-dessus hier, mais suer, c'est une méthode qu'on est capable d'évacuer des toxines aussi. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu depuis pratiquement la nuit des temps. Et même à la Grèce antique, on observait l'exercice comme étant une méthode qui nous permet de se détoxifier. Fait que vous voyez, je l'ai tout expliqué tantôt, hier pour moi, tantôt dans le dernier épisode pour vous. Mais j'ai tout déjà expliqué dans le dernier épisode, cette affaire-là d'oxygénation, de l'oxygénation cellulaire. Donc, l'exercice permet d'améliorer l'oxygénation par l'augmentation de la respiration, blablabla. Et réécoutez l'épisode si vous ne vous rappelez pas c'est quoi, mais on voit ces espèces de bienfaits-là. Donc, dans l'histoire du temps, là, il y a grosso modo toujours une forme de nourriture légère, de jeûne, de sudation, d'exercice, ou de bain chaud, par exemple, qui, moins appuyé par la science, ça a un certain effet de vasodilatation, donc ça augmente les vaisseaux sanguins, ça augmente la circulation sanguine, mais pas l'équivalent, par exemple, d'un sauna. Donc les spas, les bains chauds, ça n'a pas les mêmes bienfaits en termes de détoxification que le sauna lui-même. La sudation elle-même, c'est différent. Ça ne fait pas le même stress sur le corps, puis il n'y a pas nécessairement les mêmes effets. Sauf que dans les dernières années, dans les dernières décennies, le message a commencé à se changer. Fait que depuis, comme je l'ai dit, des millénaires, il y a quelque chose de super physiologique, naturel. Et évidemment, ça vient avec l'espèce de science, l'industrialisation alimentaire de ce qu'on est capable de produire comme produit, justement. Et je pense que pendant les dernières décennies, on a essayé d'être plus intelligent que le corps. Il y a une certaine mode encore, le terme biohacking, qui veut dire un peu de tricher son corps. C'est une façon de comprendre comment notre corps fonctionne, puis d'essayer de le stimuler d'une façon précise, de façon à en tirer un bénéfice précis. C'est du biohacking. Il y a des façons saines de le faire aujourd'hui qu'on comprend mieux, mais j'ai l'impression qu'on est tombé là-dedans rapidement au début, puis on a essayé de tromper le corps humain, puis là on réalise que le corps humain est probablement mieux. J'ai fait cet été ma formation en tant que naturopathe. On travaille chez Révolution Santé avec Danick Legault qui collabore avec nous autres dans le cadre de notre coaching privé. Et il est déjà venu d'ailleurs sur le podcast et j'ai aimé sa définition qu'il donnait de la naturopathie parce qu'il disait la naturopathie, il y a beaucoup de naturopathes qui ajoutent des affaires dans ta vie, donnent des suppléments de plus, des éléments de plus, mais il dit en réalité, la naturopathie, ça devrait être de se concentrer davantage sur enlever le plus de choses qu'il y a entre l'être humain et la nature que l'homme a créé. Ça veut dire, en ce moment, là je suis debout, mais je pourrais être assis devant un ordinateur, devant des lumières bleues, devant un écran,
des lumières que mon cerveau n'a jamais été habitué de faire. Je pourrais ne pas sortir de la journée dehors, je pourrais ne pas bouger de la journée, je pourrais manger des aliments transformés. Donc, c'est vraiment toute la transformation, l'altération de la nature. Donc, on a altéré la nature en tant qu'être humain et notre corps, il est conçu à 100% pour bien fonctionner dans un environnement naturel. Donc, la naturopathie, c'est plus d'enlever ça. Et quand j'ai fait ma formation de naturopathie, je me suis rendu compte que la philosophie de la naturopathie, c'est ce qui correspondait probablement le plus avec ma façon un peu de voir les choses, qui est la définition que je viens de donner en ce moment, de retirer des affaires entre le corps humain. On veut enlever des affaires en sorte qu'il est le plus possible en contact avec son état naturel. Le corps, c'est comme ça qu'il réagit le mieux. Sauf que je pense que c'est une leçon qu'on a eue, tu sais, dans les dernières décennies, c'est que finalement, il faut revenir aux bases, aux affaires qui sont le moins transformées possible. La moindre chose qu'on met de chimique ou de synthétique en contact avec nous autres, ça a un effet. Donc hier, on a appris que tous les pesticides, les insecticides, les herbicides, les hormones de croissance, les antibiotiques que les animaux peuvent prendre ou qu'on peut prendre aussi, les anti-inflammatoires qu'on peut prendre également. Aussi, on n'a pas nommé cette liste-là vraiment, mais tous les produits cosmétiques qui vont sur notre peau qui contiennent un produit qui est non naturel, on l'a appris que ça va passer à travers la peau, ça va se ramasser dans le liquide interstitiel et ça va devoir être détoxifié, ça va devoir être éliminé et filtré via le système lymphatique, puis après ça, foie, sang, foie et urine, comme on l'a appris hier, rein, urine, si on veut aller dans toutes les étapes. Donc, il y a tout ça qui est à travers, qui vient créer de l'espèce de friction, et pour une raison assez folle, je pense, ça fait des décennies maintenant que quand on essaie de nous vendre des solutions, c'est tout le temps des solutions qu'on essaie d'ajouter par-dessus ces éléments-là. Et c'est ça qui fait plus ou moins de sens. C'est qu'on veut ajouter un élément par-dessus la boîte pour réussir à le détoxifier. C'est que c'est pas super logique de penser de cette façon-là. N'importe qui que tu... j'ai cette image-là, mais je pense au centre de tri qu'on a pour le recyclage. T'sais. Imagine que dans le centre de tri au recyclage, il y a trop de choses qui ne sont pas à recycler. Puis la solution qu'on a trouvée, c'est d'ajouter quelque chose de plus dans les éléments à recycler. Il y a peu de chances. La meilleure solution, ça va être systématiquement de dire est-ce qu'on est capable de travailler avec l'éducation de la population pour qu'ils mettent juste des choses recyclables dans leur bac? Ça serait l'idéal. T'sais. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, mais on en ajoute constamment. Puis je veux juste faire le tour de ces points-là. C'est un peu le point de la journée. Mais allez voir qu'est-ce qui semble nous être proposé puis pourquoi ça ne fait pas nécessairement de sens. OK? Donc, déjà, après ma barre, il va y avoir une diverse forme de suppléments qu'on va prendre, que ce soit sous forme de suppléments naturels, pilules, peu importe, ou diverses formes de shakes, de poudre. Fait que quand je dis un supplément, c'est vraiment comme un produit externe qu'on décide d'aller mettre dans notre corps qui est supposé nous aider. Encore une fois, je le répète, c'est pas systématiquement faux à 100% du temps. Je vous interromps quelques secondes pour vous parler du plus beau et du plus gros événement de santé au Québec. C'est le Sommet Révolution Santé. C'est notre 3e édition cette année. C'est un événement où on a 6 conférenciers, moi-même, Maxime Boily, Pierre Lavoie, Sébastien Perron et François Lemay, en une seule journée, plus quelques ateliers qui sont fournis avant l'événement, qui sont inclus avec vos billets, et un autre après l'événement. Vous pouvez aller voir tous les détails sur le site du Sommet Révolution Santé, et on donne 100% des fonds à la Fondation Véru-Louis. J'ai créé cet événement-là parce que mon rêve, c'est de changer le Québec. Et pour moi, de rassembler autant de personnes dans une salle en janvier, c'est le 25 janvier 2025, qui viennent dire « Je veux prendre soin de ma santé », pour moi, c'est une preuve qu'on est en train de changer. Donc, chaque année, on se dit que la santé, c'est la chose la plus importante. Fait que je vous invite à la commencer avec cet événement-là qui est extraordinaire, avec vos proches que vous avez à cœur, pour prouver par vos actions et non pas juste par vos paroles que vous êtes prêts à investir dans votre santé et à aller écouter des gens qui sont inspirants. Puis pour vous prouver à quel point ma mission, c'est juste que le plus de gens possible soient là. On donne tous les fonds à la Fondation Véru-Louis. On a quelqu'un dans notre équipe qui a un enfant autiste et qui me sensibilise un peu à ça. Donc, on veut contribuer à cette cause-là parce qu'ils sont dans une situation qui n'a pas de solution pour les parents. Bref, j'écoute là-dessus, mais allez sur sommetrevolutionsanté.com, sommetrevolutionsanté.com. Allez vous procurer vos billets, vous donnez un don systématique à la Fondation, puis vous prenez soin de vous en même temps. Puis ça, c'est les 2 meilleures choses que vous ne pouvez pas faire pour la société et pour vous-même par le fait même. Mon livre sur l'alimentation fonctionnelle que j'ai écrit, je ne sais pas si vous le savez, mais le sous-titre s'appelle, je vous le montre juste ici pour ceux qui sont en vidéo, une approche accessible pour optimiser votre santé globale. Pour optimiser votre santé globale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait constamment travailler sur optimiser qu'est-ce que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Fait que la théorie là-dedans, c'est de dire, tu veux que ton corps dans l'ensemble va mieux, ton corps est constitué de systèmes, on veut que chacun de ces systèmes du corps humain, là, le système cardiovasculaire, pulmonaire, musculaire, squelettique, le système lymphatique, il y en a plein, on veut qu'ils fonctionnent bien. Ces systèmes-là sont constitués d'organes et ou de tissus. Ces tissus-là ou organes sont constitués de cellules et il faut que c'est des cellules spécialisées qui font leur job. Fait que la cellule du foie, c'est pas la même que la cellule osseuse, mais c'est une cellule. Et chacune de ces cellules-là ont besoin du maximum d'éléments positifs et du minimum d'irritants, on va le dire de cette façon-là, pour qu'elle fonctionne le mieux possible. Si ça fonctionne le mieux possible, ton corps va fonctionner le mieux possible. C'est ce qu'on va essayer de créer. Ce qui fait que de penser en supplémentation, c'est pas nécessairement mauvais. On devrait toujours prioriser l'alimentation saine. La supplémentation, pour moi, est là en guise de perfectionnement, en guise de prévention, en guise de... On essaie d'ajouter un petit surplus des fois qu'on aurait des oublis, des carences, des problèmes d'absorption, peu importe c'est quoi. Fait que c'est vraiment un filet de secours pour s'assurer que tout va bien. Mais d'utiliser la supplémentation dans l'optique d'aller détoxifier davantage quelque chose, je pense vraiment pas que c'est une bonne solution parce que si ton corps fonctionne déjà à son plein potentiel, tu veux pas leur stimuler ou tu peux pas vraiment le booster. En général, s'il y a quelque chose qui le booste, par exemple comme des stimulants, là, ça n'aurait pas un effet nécessairement de détoxifiant immédiat, mais il y a des gens des fois qui font ça. Rappelez-vous tout le temps que quand vous boostez votre corps, vous êtes en train de l'hypothéquer d'une certaine façon. Si vraiment vous lui permettez de fonctionner à 110%, vous êtes en train de l'user d'une certaine façon. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il y a juste tout ce qu'il a besoin pour faire tout ce qu'il fait de mieux tout le temps déjà. C'est ça qu'on va essayer de faire, donc le plus de positif, le moins de négatif. Et d'ajouter un surplus, c'est rarement la bonne solution. Si vous avez à prendre la supplémentation, ça devrait être plus en guise d'optimisation puis de perfectionnement de votre santé, donc de votre santé cellulaire et par le fait même vos organes, vos tissus, vos systèmes puis votre corps. C'est de la façon qu'on devrait se concentrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme forme de supplément? Je vais essayer de faire le tour un peu de ce qui existe puis pourquoi ça fait plus ou moins de sens. Il y a des suppléments qui vont jouer une espèce de rôle de laxatif. Fait que ça permet de se vider. Bon, il y a des gens qui émettent cette hypothèse-là qui est pas... Là, je vous rappelle, je dis à toutes les phrases, c'est pas tout à fait faux. Parce que je parle à un public de masse ici, je parle à la population. Il peut y avoir des cas isolés. Si vous avez des problématiques isolées, une consultation individuelle avec un professionnel de la santé, un nutritionniste, un whatever c'est quoi, serait approprié. Dans mon cas, je ne fais pas de consultation individuelle pour régler des problèmes de santé. C'est quelque chose qui est offert, c'est l'exclusivité des nutritionnistes de faire ça dans le cas de la nutrition, puis c'est pas ce que j'offre, parce que j'ai pas le droit anyway. Puis mon but, c'est de faire un message de masse. Fait que vous allez voir, je vais dire tout le temps qu'il y a des exceptions, puis c'est pas mal le cas. Mais l'effet laxatif, on a tendance des fois à penser que comme si notre intestin était infecté, comme si notre intestin n'avait pas besoin de se vider. Ça peut arriver dans le cas de problèmes intestinaux, problèmes de constipation précis, mais il y a vraiment des protocoles qui vont exister pour réussir à faire ça. Donc l'effet laxatif, c'est plutôt simple, ça fait juste en sorte que ça stimule l'évacuation immédiate de tout ce qu'il y a dans ton intestin. C'est super négatif d'une certaine façon. Il n'y a absolument rien de positif là-dedans, à l'exception si tu avais vraiment un problème justifiable de prendre un laxatif. Et même si tu as une raison justifiable, avant même de commencer à prendre un laxatif, ou du moins en le prenant, bien justement, j'essaierai de trouver c'est quoi le diagnostic, puis de trouver comment je suis capable de changer mes habitudes de vie pour régler le problème de façon permanente. Fait que c'est vraiment dans une phase aiguë, dans une phase grave qu'on va aller faire allusion au laxatif. Donc, qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence si on utilise cette approche-là? Bon, bien, ça va créer de la déshydratation presque systématiquement parce qu'il y a beaucoup de liquide qui va être évacué de l'intestin parce qu'il n'est pas capable d'être absorbé. Donc, normalement, on absorbe le liquide qui est dans l'intestin, mais là, on n'a pas le temps, ça l'évacue. Avec ça, il va s'évacuer aussi des électrolytes. Systématiquement, on va avoir aucune absorption pratiquement de nutriments. Fait que ça, c'est quelque chose qui est somme toute dangereux parce qu'on en a besoin de ces affaires-là. Je tiens à rappeler, j'ai un exemple que je donne dans mon livre là-dedans, mais le jeûne le plus long répertorié est de plus de 300 jours. Un jeûne, 300 jours sans manger, sauf boire de l'eau et des vitamines et minéraux. Parce que notre corps a vraiment besoin de ça. Donc, les électrolytes, les vitamines et minéraux, puis de l'eau, on a besoin de ça là, vraiment à court terme pour rester en vie. L'eau, ça prend une poignée de jours puis on est mort. Puis je pense que c'est entre 30 et 60 là, pour les vitamines et minéraux selon beaucoup de variables. Là, c'est un petit peu plus variable à ce niveau-là. Ça peut générer beaucoup de troubles digestifs aussi au sens où ton corps peut créer une forme d'habitude et tes habitudes de vie peuvent créer une habitude à ce que tu as un transit intestinal
normal, mais à l'aide de laxatifs. Puis quand tu arrêtes les laxatifs, tu te retrouves à avoir des problèmes de constipation. Fait que c'est pas quelque chose qui est désiré. Puis ben, ça peut générer aussi de l'irritation pour l'intestin. Et là, tu te retrouves avec un intestin irrité. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. Quand on est d'une phase aiguë, d'une phase inflammatoire, c'est tout le temps problématique parce que le 3/4 du temps, on a besoin d'un protocole particulier après ça pour guérir. À titre d'exemple, là, je vais donner un exemple physiologique très clair, mais c'est un peu comme j'ai mal aux muscles, j'ai mal aux os parce que je m'entraîne beaucoup, mais le mieux, ce serait de dire hey, essaie d'optimiser tout ce que tu fais avec ton corps, reste actif, mais modérément pour augmenter la circulation sanguine, mange bien, mange des protéines, prends toutes tes vitamines et minéraux, puis tu vas avoir juste pour optimiser ta récupération naturelle. Mais à partir du moment où tu as une plaie, où tu as un os de cassé, où tu es en phase aiguë, là, ça va pas, on fera pas juste assis-toi là, mange le mieux que tu peux. On a besoin d'une intervention externe. C'est un protocole autre parce que le corps a dépassé sa limite. C'est ça un peu une phase aiguë, c'est que tu es blessé. Fait qu'on veut pas se retrouver avec l'intestin qui est blessé en raison d'utilisation de laxatifs. Il y a un autre truc aussi qui peuvent être utilisés, qui est dans la même famille, c'est les divers suppléments qui vont diminuer l'absorption. En général, ça va diminuer l'absorption soit des glucides, soit des lipides, ce qui peut être problématique également parce que les lipides permettent d'absorber les vitamines et les minéraux. Il y a des vitamines et minéraux qui sont liposolubles, qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils vont se mélanger avec le gras, ils vont se coller avec le gras, puis c'est quand on absorbe le gras qu'on absorbe la vitamine. Fait que c'est super important d'en consommer. D'ailleurs, démystifions ce mythe-là à prime abord. Là, vous devez consommer un minimum de gras dans votre alimentation justement pour avoir l'absorption de ces vitamines et minéraux-là, sinon vous allez créer des carences. Ça peut être fréquent chez les gens qui tombent dans le végétarisme et qui ne font pas attention. Des fois, quand veut pas, l'alimentation qui provient des animaux contient tout le temps plus de gras que les aliments végétaux, ce qui fait qu'il y a une absorption un peu plus naturelle qui se fait des nutriments souvent en raison de ça. Puis ça peut arriver quelqu'un qui, sans faire exprès, dans le fond, mange pratiquement plus aucun gras dans une alimentation végétarienne, puis ça peut créer des carences. Ensuite de ça, évidemment, ça peut générer des troubles digestifs, bien évidemment, parce que tu vas mettre un produit inévitablement qui a une forme synthétique quelconque qui vient diminuer une absorption, trouble le système digestif, et ça peut venir troubler le microbiote aussi, qui joue un rôle avec à peu près tous les autres systèmes du corps humain. Il y a également les façons naturelles, les suppléments naturels, là, plus sous forme d'extraits de pissenlit et de ci et de ça qui sont à utiliser. Le plus gros problème qu'il y a là-dedans, c'est de un, il y a certains de ces suppléments-là, ça dépend lesquels, là, quand c'est juste un produit naturel comme le pissenlit, c'est rarement le cas, mais il y en a certains d'entre eux qui vont avoir une portion du supplément qui est réellement chimique. Il y a comme un côté positif où tu amènes une portion de vitamine, mais il y a un autre côté où c'est pas une composante naturelle, là, ça devient donc systématiquement une toxine, comme on a appris un peu hier, puis ton corps a besoin d'évacuer une partie. Fait que c'est un peu contre-intuitif. Puis là, il y a tout le processus immunitaire qui est déclenché, l'inflammation, pour réussir à éliminer cette affaire-là. Fait que c'est pas nécessairement désiré tout le temps, puis c'est important de prendre des bonnes qualités quand vous prenez des suppléments. Après ça, il y a tout le concept d'ajouter de la supplémentation, mais comme je l'ai dit tantôt, même si il y a des suppléments naturels qui peuvent aider c'est vraiment important d'aller mettre le doigt sur c'est quoi dans vos habitudes qui sont en train de briser un petit peu cette affaire-là à prime abord, parce que sinon, vous allez faire quoi? C'est vraiment dangereux d'aller camoufler un symptôme avant de changer ses habitudes, parce que là, j'ai un symptôme. Je devrais m'attaquer vraiment en commençant à éliminer, à changer des habitudes, puis essayer de réduire le symptôme, parce qu'imaginez que je prends un supplément, le symptôme disparaît. J'essaie d'améliorer mes habitudes, mais là, j'ai aucune idée si c'est mes habitudes qui font que j'ai plus de symptômes ou si c'est encore le supplément. Donc, vraiment, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement interdit, mais on devrait vraiment le faire dans des phases extrêmes. Quand on le sait qu'on n'est plus capable de revenir en arrière, on est vraiment dans une situation où les conséquences sont rendues graves, mais c'est là qu'on devrait se pencher un petit peu plus là-dessus. Ensuite de ça, il y a qu'est-ce qui existe d'autre de populaire dans les détox? Il y a toutes les formes de régime extrême d'une durée fixe, sur lesquelles il faut faire attention, qui vont être basées souvent sur diverses formes de carence. Ça veut dire de faire un mois détox, par exemple. Un mois détox, c'est très long, là. C'est plutôt long. Je vous dirais d'expérience qu'avec un protocole qui fait du sens, là, quand quelqu'un a fait une semaine, mettons qu'il essaie vraiment de réduire son apport calorique, à reposer son système, à la limite, introduire du jeûne intermittent, faire de l'activité physique de niveau faible, tout ça, là, c'est long. Là. Ça commence à être long. La détoxification, elle va se faire somme toute rapidement. En tout cas, du moins, à aller jusqu'au moment où tu deviennes fonctionnel. Ce qui fait que 30 jours, c'est très long. Qu'est-ce que ça crée? C'est qu'on va parler de carence là, après un 30 jours. Carence en vitamines et minéraux. On va parler de carence aussi en macronutriments. Fait que là, en protéines aussi, c'est très probable de tomber en carence et donc de perdre de la masse musculaire mélangée à ça. On est vraiment susceptible de faire le yo-yo là-dedans parce que
quand on fait des approches qui sont très court terme, on finit par un peu mélanger sans faire exprès qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui l'est pas. Fait que dans le fond, tu as comme tes habitudes de vie déjà dans ton quotidien que là, tu quittes pour faire le protocole de 30 jours. Et là, souvent, tu es supposé avoir des résultats en théorie. Après ça, si tu as des résultats à long terme, c'est peut-être à questionner, mais tu es supposé avoir des résultats. Et là, après le 30 jours, là, tu es un peu perdu. Tu réintroduis-tu tes mauvaises habitudes ou tu gardes celles que tu as maintenues, mais celles que tu as maintenues pendant le 30 jours, sont-tu vraiment sains d'être maintenues pendant plus de 30 jours? Donc, il y a toujours cet aspect-là qui est dangereux et qui est susceptible de faire du yo-yo parce que tu te retrouves après d'être dans une situation où tu es perdu. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis ça peut vraiment créer une grosse diminution de la confiance en soi et des chances de succès futurs. Quand on vit des échecs constamment, on fait un 30 jours, ça va bien, après ça, on perd nos résultats parce que ce n'est pas des changements d'habitude de vie qu'on a fait, on avait juste suivi un protocole strict. Ben à ce moment-là, c'est vraiment dur d'avoir confiance qu'on est capable d'avoir des résultats à long terme. Il faut faire attention à ça aussi dans le volet psychologique. Ensuite de ça, il y a diverses formes de smoothies et de jus qui vont être prescrits, les jus verts, par exemple, des trucs comme ça, qui est aussi à faire attention parce que, bon, premièrement, dès l'instant où on fait des jus, puis c'est que ça, par exemple, tu vas te retrouver inévitablement être en espèce de carence de protéines. Donc, tu es susceptible de perdre de la masse musculaire. Il existe une façon, puis c'est vraiment important ce point-là, il existe une façon, il faut consommer, ben ça c'est ce que la recherche nous montre, on peut perdre du poids en faisant excessivement de j'ai étudié ça dans mon diplôme d'études supérieures en alimentation fonctionnelle, je suis en train de faire ça en ce moment. Puis j'ai étudié ça aussi parce que dans le cadre du Ironman que je fais, je m'entraîne pour l'Ironman, j'ai intérêt à perdre du poids. Je ne suis pas quelqu'un qui est gras, mais plus je réussis à en perdre, plus c'est avantageux dans une discipline où je vais faire de la course, vélo, natation pendant 13 heures. T'sais. Donc, c'est vraiment un point qui est important à prendre en considération. Et on peut perdre du poids sans perdre de masse musculaire dans des protocoles somme toute stricts ou en faisant de l'intensité très élevée, sauf qu'il faut avoir un apport en protéines excessivement élevé. Là. Fait que ça va être souvent qu'il frôle le 3 grammes par kilogramme de ton poids. C'est massif. Si vous essayez de manger ça d'une journée, là, c'est extrême. C'est vraiment difficile. Mais la recherche montre que ça permet de protéger la masse musculaire. Fait que les divers jus, c'est ça qui est dangereux. Rappelez-vous, là, et là, il y a plein de recherches qui sortent là-dedans. Je vais peut-être en parler dans le futur, mais il y a beaucoup de chercheurs sur la longévité en ce moment puis qui étudient qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre longtemps. C'est quoi les marqueurs? Et votre masse musculaire est un des dénominateurs les plus importants. Ça a l'air étrange, mais c'est le cas. La force musculaire et la masse musculaire est un des points les plus importants. Entre autres, ça l'aide pour même les maladies neurodégénératives. On pense que c'est à cause de l'effet collatéral de la santé vasculaire, donc de la circulation sanguine. Fait qu'il y a plein de bienfaits là-dedans. Fait qu'il faut faire attention. Notre masse musculaire, c'est vraiment une des choses les plus précieuses. C'est dur à développer. Fait qu'on ne veut pas perdre de la masse musculaire parce qu'on va faire un régime de jus quelconque. Ensuite de ça, inévitablement, on va se retrouver à consommer presque juste des glucides parce que dès que tu te retrouves à faire des jus, il y a juste des glucides là-dedans. On enlève toutes les fibres, ce qui n'est pas nécessairement positif pour le microbiote non plus. Fait que ça pourrait détériorer la qualité du microbiote qui est aussi associé au poids puis à l'anxiété. Puis fait qu'il faut faire attention à ça. Et c'est ça, on va consommer juste une très grande quantité de glucides la plupart du temps. Fait qu'il faut faire un peu attention. Il va y avoir des instabilités glycémiques. Ça peut troubler la digestion aussi juste parce que c'est juste du jus, il n'y a plus de fibres. Ça risque de créer une espèce de même effet yo-yo qu'on a vu tantôt puis une certaine perte de confiance, comme je l'ai dit, parce qu'on ne sait pas clair le protocole qu'on fait puis on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne. Là-dedans, quand on a fini, on ne sait pas comment recommencer. T'sais. Ensuite de ça, grosso modo, comment je veux boucler la boucle de ça, c'est que de ces types de détox-là, c'est que la plupart du temps sont basés sur une espèce de carence quelconque. Et c'est là qu'il faut être... On est comme sur un terrain glissant. À mon expérience, le plus pertinent, c'est de faire... Je vais appeler ça comme le jeûne intermittent. L'intermittence va être probablement la meilleure façon. Ça veut dire de faire juste du jus, c'est pas tant de bonne idée. Puis de faire juste du jeûne pendant une semaine, ça se fait en passant, mais quand t'es... Tu sais, dans le fond, là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que c'est un peu une révélation de dire, OK, nous autres, ce qu'on essaie tout le temps de faire, c'est quoi le protocole parfait pour que quelqu'un se sente le mieux possible. C'est ce qu'on crée. Puis là, ce qu'on a dit, c'est, OK, mais c'est pas compliqué, on fait le défi de la révolution métabolique. Un des dénominateurs d'avoir une santé optimale, c'est d'avoir de l'énergie. Fait que le but, c'est on va essayer d'optimiser leur énergie, on va leur donner un plan alimentaire qui est sacoche de A à Z, même pas de déficit calorique. Toutes les vitamines et minéraux sont calculés, les probiotiques, on va essayer de mettre des phytonutriments. Tous les aliments qui ont des petits bienfaits, on va les mettre. Puis tu sais,
ça se veut une espèce de petit défi que les gens intègrent dans leur quotidien, puis ils comprennent un peu pourquoi ils sont là, puis après, ils sont capables de le maintenir. Puis il y a des gens qui ont eu des symptômes, on fait « Oh, c'est drôle ». Donc, on essaie d'optimiser le meilleur protocole. Fait que là, on se dit « OK, ben peut-être qu'il devrait y avoir une phase de détoxification, comme on le dit, saine, en respectant le corps comme il est conçu avant ce protocole-là. Et donc, ceux qui ont eu des symptômes, c'est ceux qui sont un peu dans une phase aiguë où que leur système est déjà surchargé, fort probablement. Donc, d'aller dans des jeûnes de longue durée ou des protocoles complexes ou longs, un jeûne de 7 jours, ça va être quelque chose que le corps va vraiment avoir de la difficulté à prendre. Quelqu'un qui est en parfaite santé, il y a des bienfaits à aller faire ça. Ça peut être fait de façon supervisée si vous avez des arguments pour le faire qui sont fiables. Mais la plupart du temps, il va y avoir une espèce de carence. Puis c'est les risques qu'on veut mitiger là-dedans, c'est qu'on veut réussir à aller générer une espèce de repos, puis on veut maximiser en même temps les essentiels pour ne pas se retrouver dans une espèce de carence, pour aller chercher toutes les vitamines, les minéraux qu'on a besoin, pour se sentir rassasié aussi, parce que tu ne veux pas te retrouver une couple de jours à être affamé et avoir l'impression que tu es privé, etc. T'sais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à faire, puis on ne veut pas compromettre trop notre énergie non plus. Fait que c'est une situation... C'est une situation qui est quand même tough. Et c'est une situation qui est tough justement parce que, rappelez-vous, plus vous attendez avant que votre situation change, puis pire, c'est dur de remonter à la pente. C'est ça qui nous donne le moins d'options possibles. Fait que c'est ça qui le rend compliqué. D'ailleurs, tu sais, cette année, ça, c'est ce que je vous invite à faire un petit peu tout le temps, mais c'est un bon exemple. Cette année, je ne sais pas si vous avez entendu parler du sommet Révolution Santé jusqu'à présent. On a commencé à mettre les billets en vente il y a peut-être un mois de ça. Puis cette année, on a changé un peu ça. On a appelé ça l'expérience du sommet Révolution Santé. Le sommet Révolution Santé, là, c'est la 3e édition. Dans les 2 dernières années, c'était une journée de conférence avec 5 conférenciers, une journée pleine, un samedi, en janvier, la 3e semaine de janvier à peu près à chaque année, pour commencer l'année du bon pied. Puis on donne 100% des fonds à la Fondation Véro et Louis. Ça, c'est le sommet Révolution Santé. Et cette année, on a décidé d'appeler ça l'expérience du sommet Révolution Santé parce qu'on a décidé d'ajouter 2 expériences avant d'analyse et d'observation. C'est qu'il y a 2 ateliers en virtuel qui sont là pour vous permettre justement d'observer quels sont mes problèmes. Parce que avant même de faire n'importe quel protocole de détox, c'est ce qu'on devrait faire. Être un peu là. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que j'ai essayé dans le passé? Donc, aller sortir un petit peu la situation réelle, comment elle va. Après ça, ce qu'on veut dans le fond, c'est aller passer la journée au sommet pour aller chercher des outils. Puis on offre aussi un atelier de clôture qui vous permet de faire un plan d'action ensuite pour passer à l'action puis changer votre vie dans l'année qui s'en vient. T'sais. Donc, on a besoin tout le temps d'aller faire cette boucle de rétraction-là qui est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes problèmes, comment ça va, pour aller après ça chercher les bonnes informations. Puis c'est autant nécessaire d'un protocole de détoxification comme on le dit aujourd'hui parce que faut que tu t'intéresses à cool. Avant de faire, là, je suis dans une situation critique quelconque où j'ai besoin de faire ça, je pense que ça me ferait du bien, mais c'est de s'intéresser avant de faire qu'est-ce qui doit être changé. Fait que, bref, si ça vous intéresse, allez sur le sommetrevolutionsanté.com pour vous procurer des billets puis supporter votre santé et la fondation en même temps. Bref, court résumé, je fais un wrap-up, je vous parle de ce qu'on fait demain, rapidos prestos. Je dis demain, c'est dans mon horaire que je filme les épisodes un après l'autre, mais vous, ce sera dimanche. On va venir par m'en rappeler. Donc, juste gros résumé, ce qui est important, c'est rappelez-vous seulement que ce concept-là de détoxification, ça existe, mais ça fait des milliers d'années qu'on a un protocole qui est somme toute en respect de notre biologie. Puis là, depuis comme, mettons, 100 ans, tout ce qu'on fait, c'est essayer d'ajouter d'autres affaires par-dessus. Puis ça ne semble pas être quelque chose qui est efficace, qui fonctionne bien, puis qui est dans le respect de notre santé. Donc, il faut faire attention à ça. On essaie d'avoir un protocole qui est un peu plus dans le respect des systèmes naturels de détoxification. C'est ce qu'on veut réussir à faire le plus possible. Je rappelle que notre équipe, on a mis en place justement le challenge Liberté métabolique. On travaille là-dessus en ce moment, ça s'en vient. J'ai pas de date encore, on va vous dire ça bientôt. Restez aux aguets sur nos réseaux sociaux. Puis le but, ça va être justement un challenge pour vous permettre de comprendre ça. C'est quoi les mythes de la détox, comment le mettre vraiment en action précisément. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce challenge-là, pour faire en sorte que vous allez commencer à neuf d'une certaine façon pour être sûr que les protocoles d'optimisation que vous allez faire dans le futur vont bien marcher. Ce sera gratuit, fait que ça s'en vient. Restez abonné à nos réseaux sociaux pour ça. Demain, mais c'est pas dompté, dimanche prochain, le prochain épisode de cette série-là, je vais vous expliquer justement, on va parler un petit peu plus des recommandations scientifiques derrière la détoxification. Donc, c'est quoi les méthodes qui peuvent faire un petit peu plus de sens en lien avec ça pour respecter notre corps d'une certaine façon. Donc, soyez présents. Je vous rappelle, dans cette série de 5, on fait le 3e épisode la prochaine fois. L'horaire est différent de notre publication. On publie
Donc là, c'est un jeudi. L'épisode-là, il est sorti un jeudi. Le prochain sort le dimanche. Le suivant va ressortir un jeudi. Le dernier de la série va ressortir un dernier dimanche. Puis après, on revient sur notre horaire spécial. Merci d'avoir été présents, les amis. Puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si tu as apprécié le contenu, va nous mettre un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous remercier. Notre mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec leur santé. Donc, si ça t'a parlé à toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage ça sur Facebook ou à un ami pour embarquer dans notre mission. Si tu veux plus de matériel, tu peux joindre notre page Facebook Révolution Santé ou encore notre communauté Protocole Révolution Santé. On a du contenu tous les jours, des nouveaux invités. Bref, des échanges incroyables. Protocole Révolution Santé, tu peux rejoindre ça.